à l'est de la mer Rouge, s'étend un pays immense, de la Méditerranée à la Nubie et l'Éthiopie. Traversé par le Nil, faisant de ce pays une vallée fertile. Au-delà du Nil ne s'étend qu'un implacable désert souffrant d'une sécheresse endémique. L'homme était là depuis l'âge paléolithique, cet homme qui vivait de chasse et de cueillette. Souvenez-vous. Entre 6000 et 4000 ans avant Jésus-Christ, la population locale commence à se sédentariser, à assécher les marais près du Nil et de la Méditerranée, pour y pratiquer la culture, l'élevage, fabriquer aussi des outils, des bijoux, puis des poteries. De chaque côté du Nil se groupent alors deux petites villes, scindées en deux parties, la Basse-Égypte, Memphis, et la Haute-Égypte, Thèbes. Dès 4000 ans avant Jésus-Christ, la région est florissante. Elle fut à cette époque rejointe par des tribus venues d'Asie mineure et d'Afrique du Nord. De cette fusion est nés les véritables ancêtres des Égyptiens d'aujourd'hui. L'art égyptien a une durée qui commence vers l'an 5000 avant Jésus-Christ, s'exerce pleinement de 4000 ans à 500 ans avant Jésus-Christ, pour finir 30 ans avant Jésus-Christ. Elle se composera de 6 périodes, mais nous nous intéresserons qu'à 2 d'entre elles, pour faire simple. L'Ancien Empire, temps des pyramides, le Nouvel Empire, Ramsès II et Toutankhamon. À l'époque, les Égyptiens pratiquent déjà et utilisent l'écriture figurative qu'ils gravent dans la pierre ou reproduite sur du papyrus, du nom de la plante abondante sur les rives du Nil. Le procédé consiste à presser de fines bandes tissées de sa tige pour faire des feuilles. Cet ancêtre de notre papier reste pourtant fragile. Il brûle facilement et souffre de l'humidité. L'on croyait le sens de l'antique écriture égyptienne définitivement perdu, lorsque, en 1799, le capitaine Bouchard, qui participe à une expédition de Bonaparte, découvre à Rosette, petite ville proche d'Alexandrie, une stèle de basalte qui portait une inscription rédigée en 3 écritures différentes. Cette pierre fut confiée à divers savants qui tentent en vain de la déchiffrer. Finalement, ce sera un Français, Jean-François Champollion, qui, 23 ans plus tard, trouva la clé de l'énigme. Il s'agissait d'un décret promulgué à Memphis par Ptolémée V, en 196 avant Jésus-Christ, longtemps après la conquête de l'Égypte par les Élémés. Donc, très logiquement rédigé en grec, à destination de ceux qui dirigeaient le pays. Ouf, compliqué. Bon, revenons à nos Égyptiens. Ces gens-là ont vite constaté les effets de conservation du sable brûlant et de l'air sec.
C'est dès la fin de la troisième dynastie qu'arrivent les premières pyramides. Il y a 5000 ans, c'était donc encore l'âge de la boue sur les bords du Nil. Les premiers tombeaux étaient des mastabas. Bâtie en degrés, celle de Djéser, construite à Saqqara, avait le génial architecte Imhotep, un bâtisseur lettré et principal ministre du roi. C'est en fait l'inauguration du temps des pyramides, quand pour la première fois de son histoire, l'homme se met à construire. Il fait ce qu'il y a de plus difficile et de plus parfait, au point que l'on ne sait même pas comment il a fait. Et même avec les techniques modernes, il n'est même pas sûr que l'on puisse le refaire. Je disais donc que, en Égypte bien entendu, la tombe est à l'origine un mastaba, un monument bâti sur un seul niveau. Je m'explique. Dans toutes les premières pyramides, le tombeau était aménagé tout au fond d'un puits. Le caveau et son accès étaient appareillés en pierre de taille. Puis, tout était rebouché avec des blocs, jusqu'au niveau du sol. Et c'est dessus qu'ils édifiaient la pyramide, assise par assise. Imhotep le surélève en même temps qu'il élargit le périmètre. Puis il le rehausse de 5 degrés, comme un escalier qui va permettre au roi de s'élever vers le ciel. Plus tard, la chambre funéraire sera logée au cœur de la pyramide, creusée à 28 mètres de profondeur sous sa base. Au siècle suivant, sous la 4e dynastie, Khéops, Khéphren et Nykérinos vont se faire construire les plus célèbres des pyramides, cette fois bâties au ras du sol, comme celle de Gizeh. Celle de Khéops est la plus grande. Avec ses 230 mètres de côté et 146 mètres de haut, constituée de plus de 2 millions de blocs de calcaire d'un poids moyen de 2 tonnes et demie, soit 30 millions de tonnes de pierre. Ses côtés à l'inclinaison de 51 degrés, une précision exceptionnelle, de science mathématique, telle qu'une erreur de 2 degrés seulement dans ces côtés du monument aurait entraîné un défaut de verticalité de 15 mètres au sommet. Ah, ce n'est pas comme on l'a cru si longtemps, bâti par des ouvriers forcés, non, mais par des ouvriers agricoles recrutés durant la morte saison. À l'intérieur de chaque pyramide, les architectes prévoient un dédale de couloirs qui mène à 3 chambres funéraires, une pour le sarcophage du roi en granit. Chacune d'elles est reliée par une galerie à un temple mortuaire. Bâti au bord du fleuve, Khéphren, lui, ne se contente pas d'une pyramide. Il fit construire le sphinx de Gizeh, qui du haut de ses 20 mètres garde fidèlement depuis 4500 ans le chemin qui mène à la tombe de son maître. Le sphinx a un corps de lion et une face qui représente peut-être le visage de Khéphren lui-même, ou le dieu Horus veillant sur l'horizon. Les pharaons étaient obsédés par les voleurs, mais surtout par les ravages du temps. C'est pour ça qu'ils voulaient des tombes indestructibles. Mais est-ce qu'un tel gigantisme était nécessaire pour un simple coffre-fort à momies? Les pyramides ne sont-elles pas autre chose?
Cette forme serait mise au service du pays pour l'immortalité, de façon à aider les morts à monter vers le ciel, vers les dieux. L'importance du culte des morts est telle que la vallée du Nil est un véritable cimetière. Des Égyptiens considéraient le soleil comme la suprême divinité. Par contre, dans les tombes des seigneurs, l'on mettait toute leur richesse pour leur rendre plus agréable la vie dans l'au-delà. Toutes les gravures représentent leur vie et leur importance. Si l'on cherche à comprendre comment des hommes qui n'avaient pas plus d'outils que l'homme de Cro-Magnon se soient lancés dans l'épopée des pyramides, on pourra peut-être saisir pourquoi ils les ont faites. Alors qu'il y a 5000 ans, c'était encore l'âge de la boue sur les bords du Nil. Depuis que l'on cherche à comprendre pourquoi, nous sommes plongés dans des explorations à nul autre pareil. Nous arrivons maintenant sur une toute autre architecture, celle des temples. Il y a 4550 ans, on bascule du végétal au minéral, de l'argile à la pierre, avec la nécropole de Saqqara, par Imhotep. Après sa mort, Imhotep sera élevé par le peuple à la dignité du dieu de la médecine. On doit à Hatshepsut, qui s'empare du trône, la construction du temple d'El-Bahari. Construit sur un site proche de la vallée des rois, consacré à Hathor, la déesse de l'amour et de la joie. Ce temple est célèbre pour la beauté de ses bas-reliefs, qui illustrent généreusement les activités commerciales, élément marquant de ce règne hors du commun, qui durera près de 15 ans. L'art égyptien est imposant, colossal, grandiose, majestueux, gigantesque. Un art de caractère religieux. Je ne vous parle pas de la religion actuelle que l'on connaît. La religion égyptienne est une croyance à une survie d'une autre nature particulière, le dogme du double. Le double peut survivre, à condition que la dépouille mortelle ne disparaisse pas. D'où les momies et les statues. À savoir que la pyramide du fils de Khéops a été démontée au cours des millénaires par des marchands de pierre. Les blocs ont servi à édifier les villes du delta du Nil et probablement le palais, le port et le phare d'Alexandrie. L'art égyptien, art de tradition religieuse, subit une très lente évolution au cours de sa durée, qui s'étend sur 3500 ans environ. Caractéristiques: construction en lignes sobres et aux formes géométriques, pyramides, obélisques, les temples, dont les colonnes trapues. Aux différents chapiteaux, lotiformes pour le lotus, palmes ou composites, supportent un entablement. Les éléments décoratifs, ornements géométriques, ornements floraux, inspirés du lotus ou du nénuphar du Nil et du papyrus.
la figure humaine et animale est représentée. Les fouilles jusqu'à aujourd'hui nous ont laissé bien peu de traces sur le mobilier. Dans l'art égyptien, en voici tout de même quelques-uns. Tant qu'aux vêtements, la mode, vous remarquerez que les hommes portaient des jupes ou des drapés, mais les tissus étaient extrêmement fins, voire même très souvent transparents, surtout pour les femmes. Vous pouvez constater qu'au niveau des chaussures, on n'a rien inventé. Ah, on a toujours nos bonnes vieilles claquettes. Pour le prochain documentaire, nous allons quitter l'Égypte pour voir l'art grec, à cheval sur la même période. Merci.